Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, et Dieu sait s'ils sont minoritaires, mon nom c'est Cody, hein, ça s'écrit K-O-D-Y. C'est parce que ma mère est fan de Scrabble, donc pour le choix de mon prénom, elle jouait une partie, il lui restait 4 têtes de merde qu'elle ne savait pas où foutre. Elle les a mis sur ma carte d'identité. Je suis né dans une cahute au Katanga. Non, non, je déconne. Je suis humoriste, belge, d'origine congolaise. J'ai fait Sciences Po et puis une école de commerce. Donc, j'ai travaillé dans le marketing, etc., dans l'immobilier. Et puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai toujours aimé le théâtre, le cinéma. Je faisais des trucs, des cours d'impro amateur pendant mes études. Et je suis tombé sur mon producteur actuel qui m'a dit pourquoi tu ferais pas du one-man show? Et donc j'ai dit pourquoi pas. J'ai essayé et puis voilà, ça me plaît. Ça fait 5 ans que j'en fais maintenant. Et je ne fais que ça, et je m'amuse. Voilà. Je ne me lève plus avec des pieds de plomb. J'ai d'autres activités. En Belgique, je fais de la radio sur Vivacité, qui est une des radios de la radio publique. Je fais des petites capsules vidéo aussi avec un camarade à moi qui s'appelle James Dino. Et donc voilà, des capsules quotidiennes qui s'appellent le Codino Show. C'est un truc complètement foutraque, mais on s'amuse à le faire et voilà, c'est tous les jours. Sur YouTube, vous pouvez regarder Codino Show. James Dino, c'est un mec super, c'est un ancien rappeur qui avait fait un tube. Ça s'appelait On dit que les blancs savent pas danser. Le seul blanc qui sait danser, c'est Michael Jackson. Il a cartonné avec ça et voilà, on va travailler ensemble. Moi, ce qui me plaît, c'est de jouer. Donc que ce soit seul sur scène ou avec d'autres, que ce soit un duo ou dans une pièce de théâtre. Certains camarades disent que c'est peut-être vers ça aussi que je devrais aller. Parce que je ne suis pas trop mauvais là-dedans. Mes inspirations, en tout cas pour le spectacle My Way, donc mon spectacle, mon inspiration c'était le bonheur. Un jour je parlais avec un copain et je lui ai demandé s'il était heureux. Il m'a dit je crois. Je lui ai dit alors c'est quoi le bonheur? Et là il ne savait pas quoi répondre. Et je me suis dit ce serait un bon sujet. Mais bon, c'est tellement vaste le bonheur. Quelle est l'idée générale du bonheur, s'il y en a une? Est-ce que chacun a sa définition du bonheur? Je suis parti de là pour écrire un spectacle. Donc voilà, c'est le fil conducteur. Est-ce qu'on est équipé pour le bonheur? L'humour ne trouve pas sa source dans les choses drôles. Malheureusement, c'est dans des situations soit tragiques, soit à ses limites, tu vois. Je parle du bonheur, par exemple, je parle de la nature qui est cruelle parce que alors on attrape des maladies par le sexe. Alors je dis c'est dommage quand même, le sexe c'est une des plus belles choses. C'est un des seuls plaisirs gratuits, tu vois. Ce qui serait intéressant, c'est d'apprendre du savoir par le sexe. Et là c'est drôle. Enfin je crois que c'est drôle. Je vais prendre un bête exemple, quelqu'un qui glisse sur une peau de banane. Alors ça c'est drôle, c'est universel. Et pourquoi c'est drôle? Parce qu'on voit le mec en train d'essayer de se débattre pour pas tomber. Et c'est justement cette tension, tombera pas, qui provoque cette gêne et qui nous donne envie de faire rire parce que le mec est complètement dépareillé. Est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de dire, hein? Voilà. Et donc la peau de banane, voilà, la peau de banane c'est des sujets comme le racisme, que je traite un petit peu, les rapports hommes-femmes, etc. C'est ma peau de banane à moi quelque part. Sortez couvert, sortez couvert. C'est bon là, c'est bon. Tac tac boum, balaboum, c'était Cody, c'est tout pour moi. Moi je suis ch'ti. Je suis du nord de la France. Voilà. De Douai. C'est vrai? Ouais. Près de Coinchy du coup. Près de Coincy. Coinchy, pardon. Ouais. Mais tu peux dire Coinchy aussi, mais peut-être ça fait comme si tu faisais une blague dans cette phrase. J'ai commencé dans les PMU. J'ai pas trop pris de cours de théâtre. Parce que je pense que les cours, ça peut déformer aussi.
Donc voilà, et puis après, petit à petit, avec des rencontres, et particulièrement à Dinard, c'est quelqu'un qui a joué son spectacle entier, qui s'appelle Arnaud Maillard, qui m'a introduit. Tout le spectacle vient de René Magritte, qui est un peintre belge, qui est pour moi mon humoriste préféré. C'est Ceci n'est pas une pipe, par exemple. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'était de traiter quelque chose qu'on ne voit pas. Parce que la vraie phrase du spectacle, du début du spectacle, c'est derrière chaque chose visible, il y a quelque chose d'invisible qu'il faut montrer. Et c'est ça mon principe. J'aime bien faire ça en fait. Comme le sketch du musée, où je montre des choses que je décrète œuvres d'art, parce que les gens ne s'en sont pas aperçus. Et aussi, je me suis inspiré par tout ce qui ne m'inspire pas. C'est-à-dire que j'essaie de voir tout ce qui n'est pas fait en fait. Je me suis dit, personne n'a fait un arbre, enfin à ma connaissance, en sketch. Donc je me suis dit, faisons un arbre. Et donc j'ai transposé la peinture de Magritte en blague sur scène. L'arbre par exemple, c'est le plus flagrant. J'ai un journal que j'ai créé qui s'appelle le Cachalot Soluble, qui est un journal surréaliste. J'écris des nouvelles aussi. Je fais des dessins. Donc une exposition bientôt. Et voilà, on continue à faire ce qu'on aime. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, dans une forêt, le feu a pris. Tous les animaux sont partis. Au milieu d'un lac, pour se protéger de ne pas brûler. Et un colibri faisait des petits allers-retours. Et il crachait un tout petit peu d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie. Et l'éléphant, ce gros malin, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Tu vois bien que ça ne sert à rien. Le colibri se retourne, le regarde droit dans la trompe et lui dit « Je fais ma part ». Je pense que l'humanité doit retenir la philosophie de ce colibri. Donc c'est un mec qui est en train de regarder Le journal. regarde le journal et il fume sa pipe. Il entend frapper à la porte. Il ouvre, il voit personne. Il ferme la porte, il continue à lire son journal. Hein. Et puis il entend encore frapper à la porte. Il ouvre, il regarde en l'air, il regarde par terre, et là il voit un escargot. Il prend l'escargot, il le balance, il ferme la porte et il retourne lire son journal. 2 ans plus tard, il entend encore frapper à la porte. Il ouvre, Une tortue. il regarde, il voit personne, il regarde par terre et là il voit l'escargot qui lui dit « Oh, ça va pas la tête !» Bravo, c'était Cody. Elle est pas mal. Voilà, on va y aller. On va y aller parce qu'on va y aller tout à l'heure. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous. D'abord, pourquoi de sa mère? C'est un pseudo qu'on m'a donné quand j'ai commencé l'impro. Voilà, c'était une impro qui parlait de ma mère. Il fallait que je parle de ma mère. Et puis mes potes, le lendemain, ont décidé de dire c'est Arnaud, il va nous parler de sa mère. Et voilà, et c'est resté. Voilà. Mais je ne pensais pas que ça durerait autant de temps. Mon vrai nom de famille commence par les 2 mêmes lettres. Alors voilà, ça les a amusés de le transformer comme ça. Je faisais des études de droit et j'ai commencé en faisant de l'improvisation, comme ça en amateur. Et puis au fur et à mesure, ça c'est devenu de plus en plus sérieux pour moi. J'aime bien me mettre en danger, j'aime bien essayer des choses. Donc j'ai fait du théâtre, du one-man, de l'impro, de la télé. Il y a eu un avant et un après en termes de visibilité auprès du public, évidemment. Après, ça n'a pas foncièrement changé grand-chose dans ma personnalité ou de comment je fais mon métier. J'essaye de le faire depuis toujours de la même manière, avec passion et puis sérieusement. Mais c'est vrai que juste maintenant, je le fais devant plus de monde. Voilà. C'est juste ça la différence, c'est qu'il y a plus de monde qui voit ce que je fais. J'écris tous mes sketchs à la télé, je les écris tout seul. Parfois, je me fais aider par mes 2 co-auteurs préférés, Arnaud Joyer et François Rollin, qui bossent sur mes spectacles. Donc, ce sont des gens avec qui j'adore écrire. Et puis, j'aime bien écrire avec un pote aussi qui s'appelle Ben, qui a commencé justement à faire l'émission Demande qu'en rire il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, j'aime bien écrire avec Jérémy Ferrari aussi. C'est obligatoire de savoir écrire
Parce qu'il faut, voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et si on attend des autres, on risque de pas trop jouer, donc il faut s'écrire des choses. J'ai eu quelques expériences, 2 ou 3 expériences au cinéma, mais voilà, j'aimerais m'essayer de manière sur des plus gros rôles et puis voir ce que ça donne. J'aimerais bien, oui. C'est normal de vouloir. Mes premiers amours avec le festival de Dinard, ça remonte à 2004, où j'étais venu en tant que concurrent. Ça s'était pas bien passé. J'étais tout bébé. Je commençais le one man show. Et ça, j'avais pris ce qu'on appelle un bid monumental en 2004. 4 mois après, je faisais le festival de Puy-Saint-Vincent et je gagne à Puy-Saint-Vincent. C'est là que je rencontre Fred Testo. Donc, finalement, c'est peut-être ce festival qui a lancé ma carrière. Il y a toujours du bon, je crois. Enfin, c'est une porte ouverte que j'enfonce, mais il y a toujours du bon à tirer de ces échecs, si tu sais les analyser et si tu sais t'en servir. Une blague... la dernière que j'ai lue dans un carambar, mais alors... C'était un poisson d'avril. Non, je l'ai oublié tellement elle était bonne, tiens, tu vois, je vais te dire. Je pense que c'est la chose la plus drôle que je peux dire là maintenant. J'ai oublié une blague carambar, tellement elle était drôle. C'est drôle ça quand même. J'ai été engagée sur Canal+ en 2005 et puis après j'ai fait plusieurs émissions, Canal+ décalé et tout ça. J'ai écrit un premier spectacle qui s'appelait « Le spectacle le plus drôle du monde » en 2005. Et après, Comment épouser un milliardaire, c'est comme ça que je suis venue à découvrir Marx et que j'ai découvert l'histoire de Jenny, du bébé que Marx a eu avec Hélène de Muth et avec Engels du coup, puisque Engels s'est fait passer pour le père de l'enfant. J'ai découvert des documents inédits qui n'existaient pas en français, donc j'ai passé 1 an à trier dans la correspondance ce que j'avais envie de choisir pour donner une image de la vie, de comment ça se passait chez Marx. Et après, j'ai découvert des documents inédits en anglais que j'ai traduits en français, notamment le rapport d'agent de police prussien qui n'existait pas. Et voilà, donc entre le moment où j'ai découvert l'histoire et la première fois où je l'ai joué, il y a eu 1 an. J'avais envie de mettre personne sur ce projet parce qu'au début, je ne savais pas si j'arriverais à le mener au bout. Donc j'ai un peu tout fait. J'ai tout fait dans l'urgence. Quand j'ai été programmée à Avignon, je n'avais pas encore fini de trier. J'avais encore 40 pages, ce qui était beaucoup trop long pour un spectacle, ça faisait 3 heures. Donc finalement, j'étais un peu toute seule avec toute cette énorme matière, cette histoire. Et puis même la scénographie, les petites ampoules, tout ça, c'est des choses que j'ai trouvées vraiment quelques jours avant de jouer. C'est encore un bébé spectacle, mais j'aime beaucoup. J'essaye de faire ce que j'ai envie de faire et puis après j'essaye de trouver des salles et puis j'ai de la chance que Xavier m'ait fait confiance pour le proposer ici, ce qui est une super belle mise en lumière pour un spectacle comme ça. Je joue beaucoup dans différents endroits, je joue beaucoup dans les usines, j'ai joué à Florange, chez Fralib, j'ai joué chez les Conti, à Petroplus. J'aime beaucoup jouer pour des publics qui ne vont pas forcément au théâtre, tout ça. J'ai un spectacle que je suis en train d'écrire sur les hommes et les femmes qui s'appelle Adam et Ève. Et puis un autre sur la poésie qui traite de la misère, Éloge de la misère ça s'appelle. On apprend quelque chose en fait dans tes spectacles. Bah ouais, j'ai l'impression que c'est important de dire quelque chose quand on monte sur scène. J'essaye de tricher un peu, de dire que c'est drôle, oui, pour avoir des salles. Mais c'est drôle, non? Une blague marxiste. Une blague marxiste alors? Qu'est-ce que ça donnerait une blague marxiste? Une blague marxiste, la confession d'Hélène de Muth, quelle est votre idée du bonheur? Manger un plat que je n'aurais pas préparé moi-même. Ah bah oui, elle est pointue, hein. Oui. Elle est pointue. D'accord. Alors, je m'appelle Cyril Etès, j'ai 37 ans, je suis de Marseille et puis je fais le métier d'humoriste depuis une dizaine d'années maintenant. C'est toujours difficile, mais pendant 10 ans, ça a été un peu ce qu'on appelle entre nous un peu les années galères, c'est-à-dire que le problème de ce métier, c'est que quand on n'est pas médiatisé, surtout aujourd'hui, c'est que les gens viennent difficilement dans les petits cafés-théâtres pour découvrir des artistes. De plus en plus, les gens vont voir ce qu'ils ont vu à la télé. Donc tant mieux pour moi, parce que depuis 1 an, j'ai la chance de faire l'émission de Laurent Ruquier qui m'a donné une visibilité
assez forte, donc qui me permet de vendre plus facilement des dates de spectacle, qui me permet de tourner beaucoup plus et de remplir beaucoup plus. Mais c'est vrai que quand on n'est pas connu et quand on ne passe pas à la télé, c'est assez difficile. Moi, pendant longtemps, j'ai dû faire des premières parties, j'ai dû faire des festivals pour vraiment se faire connaître. Et puis j'ai joué dans des salles minuscules devant 10 personnes. J'aime pas trop le terme de vocation, mais enfin c'est une vraie passion depuis tout petit. Moi j'ai grandi avec toutes les émissions d'humour qu'il y avait à l'époque à la télé. Moi je fais des imitations, des trucs comme ça depuis tout gamin. Tout le monde me dit mais il y a du De Funès là-dedans et tout. Alors ce qui est un hommage qui me gêne terriblement parce que c'est énorme d'être comparé à un monsieur comme ça, mais je peux comprendre en fait pourquoi, parce que c'est vrai que De Funès c'est un personnage colérique, énergique comme ça dans la folie. Et c'est vrai que je pense que comme je regarde ces films depuis tout petit, je pense qu'inconsciemment ça m'a un peu turlupiné et j'ai dû lui piquer certainement des choses pour en faire ce personnage. Et La petite mémé dans le bus, en fait c'est un de mes premiers sketchs. C'est un sketch que j'avais dans mon premier spectacle et que j'ai gardé en fait parce que c'était le sketch le plus fort qui marchait énormément. Et je me suis rendu compte en fait inconsciemment que ce personnage marchait aussi, pas tellement par le texte ou quoi, mais plutôt par la nature du personnage qui est hyper actif, survolté, que l'espèce de débit un peu incroyable marchait beaucoup. J'ai développé justement la caractéristique de ce personnage à mon propre personnage, avec un phrasé, une énergie un peu endiablée, et ça a donné ce personnage un peu hystérique, un peu parano, un peu fou, un peu décalé, qui est devenu un peu une marque de fabrique, en tout cas, qui me démarque un petit peu de ce que peuvent faire les autres humoristes qui font aujourd'hui du stand-up. Après, dans le spectacle, il y a des choses très différentes. Je fais des imitations, il y a de la chanson, il y a du visuel, il y a des personnages de sketch plus classiques, il y a vraiment de tout. Donc en fait, j'essaie d'avoir un spectacle très varié pour surprendre en fait le public à chaque fois et les emmener dans des directions un peu inattendues. Donc c'est 1h20 assez varié, quoi, avec ce fil rouge qui est quand même la locomotive du spectacle, quoi. Je fonctionne beaucoup un peu au feeling et aux rencontres. Je ne fais pas vraiment de plan de carrière ou quoi, tu sais. Tu vois, s'il y a du cinéma, des trucs comme ça qui se présentent, bien sûr que je ne vais pas cracher dessus, hein, ça c'est évident. Mais ma priorité, c'est le spectacle, c'est le contact avec le public, avec la scène. Le but à plus ou moins brève échéance, c'est de porter le plus loin possible le spectacle actuel avant de passer à un autre. Et puis voilà. Mais il y a encore plein d'endroits que j'ai envie de visiter avec ce One Man Show. Donc voilà, il y a encore, j'espère, quelques mois ou années avec ça, quoi. Une petite blague. Putain. Voilà. Alors c'est un mec qui rentre dans un café et voilà. Moi, j'étais très heureuse. D'abord qu'on me demande d'avoir cette tâche exceptionnelle qui est quand même présidente du jury. C'est prestigieux. En plus, le festival de Dinard, dont c'est la 16e édition, j'en avais vraiment beaucoup entendu parler, parce qu'évidemment, je m'intéresse beaucoup au spectacle en général, à l'humour en particulier. Nous avons passé vraiment une semaine formidable. On a vu beaucoup de talents ici. L'ambiance était super aussi parce que les membres du jury, on a vraiment tous très accroché. C'est-à-dire on a eu une super équipe. Pour les délibérations, on ne s'est pas beaucoup battu, donc on était très d'accord. C'est une demande de Gérard Moulévrier, qui a l'habitude d'être ici et qui est dans le jury d'ailleurs. Et non, il me l'a demandé simplement un soir très tard, vers 22h, il m'a envoyé un texto, il m'a dit voilà, est-ce que ça t'intéresse d'être président du jury? Je lui ai tout de suite répondu oui, donc il n'y avait pas de problème. Parce que ça m'amuse, en plus, je vous dis, on est vraiment une équipe. Puis retrouver Bernadette, j'avais tourné avec elle en 93 à Moscou, on avait tourné un film qui s'appelait Zadok et le bonheur. Et on avait vraiment bien accroché toutes les deux. On ne s'était pas revus depuis très longtemps et on est contente de se retrouver. La marraine donc, on a de la chance, on a une belle marraine, charismatique et légendaire. Pendant 5 ans, j'ai fait La Folle Parenthèse et La Folle Parencure, des spectacles d'imitation et d'humour. Et puis ensuite, j'ai joué depuis janvier 2013 une pièce au Palais Royal qui s'appelle Jamais 203, écrite par Jean Franco et mise en scène par Jean-Luc Moreau. Et c'était un moment génial parce que je jouais 3 personnages et j'ai adoré jouer cette pièce. On part en tournée dans toute la France à partir de janvier 2014 jusqu'en mai. Et entre-temps, j'ai plein de projets, de la musique, de la télé, enfin plein de choses qui vont arriver. Et vous aimez bien diversifier? Oui, moi j'aime bien, oui. Ah oui, c'est mon truc parce que finalement, je me suis aperçue que ça me nourrissait et puis ça convenait totalement à ce que j'aimais faire.
Une blague? Ouais, une blague Mon Dieu. pour ponctuer le... Non, c'est pas une blague, ce serait plutôt une citation de Jean Cocteau qui dit les premières places ne m'intéressent pas, ce qui m'intéresse c'est avoir une place à part. Et c'est le conseil que je donne à tous les humoristes qui sont passés à ce festival pour continuer leur carrière et croire qu'il y a une place pour chacun et un grand soleil pour chacun d'entre nous. Et ce soleil brille pour certains ce soir? Oui, 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 bien sûr. Ah oui, oui, très fort. Donc, secret, on se retrouve alors. On va savoir qui c'est. Merci à vous. Bah, pas de problème. Merci beaucoup. Merci. J'ai été contactée par Gérard Moulet-Brier, qui est, je crois, un habitué du festival. Et j'étais très contente de venir à Dinard parce qu'en fait, il y avait très longtemps, j'avais tourné un film de Claude Chabrol, Inspecteur Lavardin avec Jean Poiret. Et nous étions entre Dinan et Dinard. Et j'avais beaucoup aimé cet endroit. Et donc, déjà, rien que pour revenir à Dinard, je serais venue pour revenir à Dinard. Voilà, pour le plaisir. Et en plus, ça, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de voir justement du stand-up. Pas de film, pas de pièces de théâtre, mais cette chose-là, de voir des gens tout seuls et puis le rapport avec le public. Le public est très actif dans ces choses-là. Et ça, c'est pas quelque chose que je connaissais et j'ai découvert plein de gens merveilleux. Moi, je suis comédienne, donc je vais souvent dans des manifestations parce qu'il y a des rétrospectives de mes films ou des choses comme ça, donc c'est pas du tout la même chose. Hein. J'ai été heureusement surprise, très embarquée avec des gens très étonnants et un public merveilleux, bourré tous les soirs et des gens très très réactifs qui participent, mais c'est fait pour ça, alors ça c'est très très bien, c'est très vivant, c'était très, très, très charmant, voilà. Merci beaucoup Bernadette. Je vous renvoie de bien. Oui, merci beaucoup. Précipitez-vous sur les vidéos de l'association Café Clap. Vous passerez de très bons moments. Donc visionnez les vidéos, revisionnez les vidéos, parlez-en autour de vous. Parce que moi, je ne les ai pas encore vues, mais je peux vous assurer qu'elles sont comme ça, ces vidéos. Eh bien, Café Clap, c'est vachement bien. Faut regarder les vidéos. Parce que c'est émouvant, c'est drôle. Et puis c'est vachement bien. C'est comme nous. Oui, Samy. Et l'humour qu'il y a dans une vidéo Café Clap, c'est incomparable. C'est incomparable. Je pense qu'il faut le dire et le redire. Qui n'a jamais rêvé de tourner dans une vidéo Café Clap? Qui? Exactement. Moi, je veux dire, depuis très longtemps, on me dit, ouais, est-ce que je t'aurais pas des plans pour tourner dans une vidéo Café Clap? Pareil. Je dis, tu te calmes, parce que attends, moi, si je peux tourner dans une vidéo Café Clap, Oui. je le prends pour moi. Et je fais, à la limite, bon, toi, je t'appelle, mais après, non, pas déconner. Après, Non, parce que les gens commencent par Café Clap. Le forfait, il n'est pas fait pour ça. Et après, c'est l'Oscar. Voilà, mais si vous voulez, eh ben, il faut le faire. Très, très important. Il faut le faire. Café Clap, Café Clap, Café Clap. 3 fois. Café Clap a besoin de vous. C'est vos vidéos, mais c'est aussi les leurs. Parce que Les nôtres. Votre vie ne vous appartient pas. Elle est la nôtre et nous sommes la leur. Et comme dirait Magritte, Ah, le cataclysme. Et comme dirait Magritte, Café Clap, putain, ça déchire. Je pense qu'on peut dire. Non, mais Café Clap, Café Clap. Café Clap. Café Clap, ça peut mettre une question. Café Clap. Si tu sous-entends que Clap est une personne. Ouais, si Clap Oui, est une oui, personne, oui, quelque d'accord, chose ok. de... Ah, est-ce que vous avez vu Clap? Non. Non. Café Clap, personne ne le sait. Café Clap, personne ne le sait. c'est J'ai comme vu Clap par-ci. J'ai vu Clap par là. ça. Est-ce que t'as une clap? Voilà. Superman et sa clap. On peut décliner, non, on peut décliner. Je pense que là, Ou Cap a fait Clap. Cap a fait clap. Cap a fait Clap. Cap a fait clap, ça peut marcher aussi. Bah, je pense que c'est bon là. on a fait le tour. Hein, du sujet, Les gars, hein, si je vous pense. n'avez pas des subventions avec tout ce qu'on vous a dit,